Bienvenue dans Ajaccio, Histoire secrète, le podcast de l'Office de tourisme du pays d'Ajaccio. Je suis Christophe et dans cette saison, on se plonge dans une seule histoire, mais immense, celle de Napoléon. L'Ajaccien devenu l'un des personnages les plus puissants et les plus commentés de l'histoire. À chaque épisode, vous allez voir, on part d'un détail, une œuvre, un objet, une plaque, un lieu parfois discret ici à Ajaccio, dans le pays d'Ajaccio, un indice qui ouvre la porte de la grande histoire napoléonienne. Pour m'accompagner, je suis avec Philippe Perfettine, chef de projet du service patrimoine de la ville d'Ajaccio, guide conférencier et auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'empereur ajaccien. Aujourd'hui, on va parler des 100 jours, d'Elbe à Waterloo. Alors, Philippe, au Palais Fêche, il y a un détail qui nous saisit. Nicolas Charlet, Napoléon, le soir de Waterloo. Alors là, on n'est plus dans la gloire, on est dans l'après. Ce soir, Philippe, il commence où dans l'histoire ? Il commence au moment où Napoléon décide de revenir. Waterloo, c'est l'ultime acte d'une chevauchée qui a duré 3 mois, les 100 jours, déclenchée après son exil de l'île d'Elbe. 10 mois après son abdication en 1814, sa décision est prise, il va quitter Elbe pour reconquérir son empire. L'évasion est programmée pour février 1815 et il profite des absences répétées de celui qui est censé le surveiller, le colonel Campbell, pour organiser son départ. Il dit à sa mère ses projets et la mère lui répond que Dieu vous aide, si vous devez mourir, que ce soit l'épée à la main. Elle avait bien compris son fils. Oui, on sent déjà que ce n'est pas un retour politique, c'est un retour au combat. Toujours avec Napoléon, le combat, et il veut frapper les esprits dès la première minute. Le 28 février, moins d'1 an donc après son exil, Napoléon revoit le sol français. Le lendemain, au Cap d'Antibes, il s'exclame « C'est une journée d'Austerlitz ». L'épopée des 100 jours peut commencer. Parti du Golfe Juan, il remonte vers Paris sous les acclamations et arrive une semaine plus tard à La Fraye. Là, on se retrouve dans des scènes très théâtrales face aux troupes du général royaliste de la Sarre. Napoléon s'adresse à elle en ces termes « Soldats du 5e, je suis votre empereur. Reconnaissez-moi. Et s'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voilà. » Et les soldats répondent bien entendu « Vive l'empereur !» Cette scène de La Fraye, c'est vraiment le déclic qui rend son retour irréversible. Exactement. Et après ça, le roi Louis XVIII comprend que la digue casse. Il s'inquiète et confie au maréchal Ney le soin d'arrêter Napoléon. Ney avait trahi l'année précédente. Napoléon le surnommait le Lion. Et Ney revient donc à la rencontre de son ancien empereur qui lui écrit « Je vous recevrai comme au lendemain de la Moscova ». Et Ney comprend alors que toute tentative est vaine. Je ne puis arrêter l'eau de la mer avec les mains. C'est à Napoléon seul qu'il appartient de régner sur notre pays. Louis XVIII fuit vers la Belgique. Napoléon arrive à Paris le 20 mars, rétablit le régime impérial, mais la menace militaire se profile déjà. Devant le risque que représente son retour pour l'équilibre géopolitique du continent, Anglais et Prussiens, avec leurs alliés, décident de lancer leurs troupes pour anéantir l'Empire, définitivement. La confrontation aura lieu le 18 juin 1815 à Waterloo, près de Bruxelles. Waterloo, morne pleine, écrira Victor Hugo dans l'Expiation quelques années plus tard. L'armée de Wellington est déjà en Belgique. L'armée prussienne de Blücher arrive début juin. Napoléon se met rapidement en mouvement. Il préfère ne pas attendre l'offensive sur le sol français. Son idée, attaquer séparément Wellington et Blücher pour les battre l'un après l'autre. Environ 75 000 soldats français feront face à des armées coalisées près de 2 fois supérieures. Mais la météo va tout compliquer. Un orage terrible rend le sol boueux, impraticable. Le 15 juin, Napoléon repousse néanmoins les Prussiens à Charleroi, mais les trahisons commencent. Le général Louis de Bourmont abandonne le commandement de sa division et Napoléon l'accusera d'avoir révélé son plan à l'ennemi. Donc, même avant Waterloo, il y a déjà 2 ennemis, la boue et les fissures qu'on commence à voir dans son camp. Oui, mais malgré ça, le 16 juin, il gagne, mais pas assez pour empêcher le retour prussien. Puisque les troupes napoléoniennes affrontent Wellington à 4 bras et Blücher à Ligny, à quelques kilomètres seulement de Waterloo. À Ligny, les Prussiens perdent 12 000 hommes contre 7 000 côté français.
Blücher manque d'être tué et capturé, mais il est sauvé par son chef d'état-major qui organise le repli. L'armée prussienne souffre, mais elle n'est pas anéantie pour autant. Wellington replie ses hommes vers le mont Saint-Jean, où Blücher doit le rejoindre. Le 18 juin, la bataille décisive arrive. À 11h30, Jérôme Bonaparte lance une attaque de diversion contre Hougomont, mais dans son entêtement, il mobilise près de 8000 hommes contre seulement 2000 pendant toute la journée. À 13h, les canons français assomment les Anglais. Ney attaque ensuite, les Anglais reculent, puis c'est le piège. Picton, vétéran de l'Espagne, fait coucher ses soldats derrière une contrepente. Ils se relèvent brusquement et surprennent l'ennemi sous un déluge de feu. Wellington lance sa cavalerie lourde, Picton meurt, la cavalerie souffre, mais la défense tient. Puis l'heure tourne. Wellington profite d'une erreur de jugement. Ney charge alors qu'il n'en a pas reçu l'ordre de Napoléon. L'élan se brise sur les carrés britanniques pendant près de 2 heures, pendant que les Prussiens arrivent devant Sangrouchy. Les Français défendent Plancenoit face aux forces de von Bülow. On a l'impression que minute après minute, l'étau se referme, les Prussiens arrivent et Napoléon, lui, il perd le tempo. C'est absolument ça, il perd la maîtrise du temps et de l'espace, et l'instant psychologique qui va tout faire basculer, c'est celui de l'engagement de la garde impériale. Wellington est conforté par l'arrivée prussienne et renforce donc ses unités. L'envoi de la garde impériale à 19h30 est un échec. Elle recule face à l'artillerie et à la cavalerie anglaise. Il semble alors évident que quelqu'un, peut-être le capitaine du Barail, ait livré les plans de bataille de la garde à l'ennemi. L'effet psychologique est terrible. Voyant l'unité d'élite mise en défaut, le reste de l'armée panique, d'autant qu'une partie des Prussiens arrive par l'arrière. Selon la légende, sommé de se rendre, le général Cambronne aurait répondu « La garde meurt, mais ne se rend pas » et il aurait lancé « Merde !» Quelle que soit la vérité, la réalité du champ de bataille, c'est la débandade. C'est fini. Wellington et Blücher se retrouvent, Napoléon fuit. Mais ici, on n'est pas seulement sur une défaite tactique, c'est une défaite morale. C'est le moment où toute son armée cesse d'y croire. Tout à fait. Puis après, on cherche les causes. Mais parmi les causes, il manquait surtout 2 personnages fondamentaux. Plusieurs hypothèses donc de cette défaite. Le mauvais temps, la diminution physique de Napoléon, les hémorroïdes, la cystite, l'ulcère, mauvaise préparation, mais surtout, il manquait donc 2 personnages, Murat et Berthier. Murat avait trahi l'année précédente, comme tant d'autres, et Berthier venait de mourir. Pendant des années, Wellington a guetté l'aigle français, patiemment, attendant de fondre sur sa proie à Waterloo. Il a finalement mis Napoléon en cage. Avec l'abdication du 22 juin, la guerre prend officiellement fin lors de la signature de la Convention de Saint-Cloud, le 3 juillet 1815. Sainte-Hélène attend Napoléon. Et pour la petite histoire, la campagne de Belgique a fait environ 25 000 morts, toutes armées confondues. Les dents récupérées sur les cadavres serviront pendant des années au commerce de prothèses dentaires. Les Waterloo Tis, les dents de Waterloo donc. Quand vous regarderez ce soir de Waterloo de Charlet au Pas des Fèches, vous saurez qu'il résume tout. Il résume la fin d'une chevauchée et l'instant où Napoléon passe du règne au mythe. Exactement, la chute ferme un chapitre et ouvre la légende. Merci Philippe, merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'Ajaccio Histoire Secrète, saison Napoléon. Si vous avez aimé, vous n'oubliez pas, vous abonnez, vous laissez un avis, vous partagez cet épisode. C'est ce qui nous aide à le faire vivre et à vous raconter d'autres histoires. Si vous voulez passer de l'écoute au réel, venez découvrir Ajaccio sur place. L'Office de tourisme du pays d'Ajaccio et la ville propose des visites guidées pour explorer ces lieux, ces objets, ces traces napoléoniennes au plus près du patrimoine. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et un nouveau détail qui nous ramènera encore à Napoléon. Si